Mesdames et messieurs, bienvenue sur l'émission de la cellule des femmes de l'UPMB, Mercredi féminin des médias. Histoire politique de la femme béninoise, c'est le thème de ce 3e numéro de Mercredi féminin des médias. Un thème qui va retracer le parcours de la femme béninoise en politique. Cette thématique est un choix personnel de la communicatrice Madame Hyacinthe Ange Kikeyabo Koudoro, épouse Padonou, sous vos ovations. Notre communicatrice installée, je vais inviter à présent une consoeur à me rejoindre également. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, Sonia Woto. Kiké, c'est-à-dire l'enfant désiré pour être choyé, Yabo, Hyacinthe, Ange, Koudoro, Padonou, journaliste au quotidien La Nation, depuis 22 ans, est âgée de plus de la cinquantaine environ. Née le 17 août à 32 km de Cotonou, est originaire de la même localité, cheveux nommés Porto Novo. Son affection pour ce métier est née dès son enfance alors qu'elle suivait une émission pour enfants sur la radio nationale. À cette époque, son rêve a coïncidé avec celui de la petite fille qui répondait à la question du journaliste. « Que veux-tu faire demain ?» Et à la petite fille de répondre « Je veux être journaliste ». Yabo crut à l'instant que c'était sa voix qui retentissait ainsi dans le poste radio. Il a fallu l'intervention de son frère pour qu'elle comprenne que ce n'était pas sa voix. Marquée, elle décida d'appartenir à cette profession mystérieuse. Yabo, après ses études du CAP, certificat d'aptitude professionnelle, postula au concours de journalisme organisé par l'École normale supérieure de Porto Novo, puis en sortit 3 ans plus tard avec son diplôme de journalisme. Elle entreprit une série de stages qui lui permit d'arpenter les couloirs de l'agence Bénépresse de la télévision nationale. À travers ses parutions, l'Amazone aborde les questions de la santé, de la femme, bref, des questions du genre. Il ne faut pas oublier qu'au cours de sa carrière, elle a été chroniqueur parlementaire et pendant 3 ans, elle s'est occupée de l'image du ministre de l'enseignement maternel et primaire comme attachée de presse. Kiké Yabo aime souvent sacrifier ses week-ends à la cuisine. Elle adore les mets tels que le moyo, le maïan, la sauce pimentée aux légumes sous diverses formes. Et ses loisirs sont le sport, la marche, la promenade au bord de la plage, le tricotage et la décoration. Pour la lionne de la route, il faut surmonter les difficultés avec foi, car seul Dieu est bon. Bonne arrivée à vous, cher public, dans le monde de Hyacinthe Koudoro. Quelle sera donc la quintessence de votre communication, Madame Koudoro? Vous savez qu'en période précoloniale, c'est-à-dire entre le 18e et le 19e siècle, c'était des royaumes qui existaient. Alors ces royaumes étaient gouvernés, comme vous le savez, par des rois. Et dans ces royaumes, on ne peut pas comprendre. La femme avait un rôle primordial. Un rôle très primordial pour venir à l'essentiel. La politique, vous savez, c'est un mot qui a une signification polysémique, c'est-à-dire plusieurs implications. Alors, politique, ça, il est adjectif quand il est relatif aux affaires publiques
ou quand ils s'occupent des affaires publiques. C'est là où on parle d'un homme politique ou d'une femme politique. Au sens figuré, c'est une manière de définir, d'agir, une stratégie, quoi. Bref, c'est un homme habile. Mais quand ce mot revient au féminin, elle devient une science du gouvernement, des États, une manière dont les États sont gouvernés, c'est-à-dire de l'ordre politique. Quand on parle de l'ordre politique, il prend le genre féminin. Nous prenons même dans la cour royale, la reine-mère, elle avait un rang magistral. Et cette décision influence quelquefois les décisions du roi. Donc, à peu près dans la tradition, c'est ce que je peux retenir. On ne peut pas dire qu'elle était très, très écoutée. De toutes les manières, leur rôle était primordial. Alors, de même que en ce temps déjà, l'histoire relate de multiples combats que la femme avait menés. Avant l'indépendance, il y a feu Justine Béhanzin. Justine Béhanzin, elle a été députée, vous savez, membre actif plusieurs partis, les premiers partis UPD, PRD, du bloc politique africain, PRP. Elle est restée là, membre fondatrice du parti PDD de Aoumandébé, vous connaissez bien. Mais malgré cette participation de Justine et d'autres femmes, le combat n'était pas là. Et je vais vous surprendre. Justine, voilà cette femme bien faite dans la tête, sage-femme, belle carrière. Mais vous savez ce qu'elle a fait? Non. À cause d'injustices et d'autres frustrations dans l'administration en ce moment, elle a simplement démissionné. Elle est partie de la fonction publique. Malgré la belle carrière qu'elle avait devant elle. Alors vous voyez que c'est quand même pas donné à toutes les femmes. Il faut saluer son courage. Ces combats nous ont permis quand même d'avoir déjà en 1964 la première femme dans l'armée, Ariel Dankoro. Elle est médecin militaire. Donc c'est vrai que d'autres l'ont rejoint après. Alors maintenant, je veux tenter d'entrer dans la troisième partie qui part de l'ère du marxisme-léninisme à la démocratie. Alors, cette grande mutation qu'est le marxisme-léninisme se situe entre 1972 et 1990. Certes, il convient de mentionner que le pays a connu une certaine stabilité avec le parti unique, dirigé par le grand camarade de lutte, Mathieu Kérékou. Néanmoins, c'est toujours au cours de cette même période que nous avons connu l'agression. Vous connaissez, dont Bob Denah était l'un des acteurs. Bref, à cette époque, le statut de la femme n'était pas... Elle était marquée par une dualité du droit applicable avec une coexistence des dispositions du Code civil et des normes coutumières. Ces normes qui ne sont pas du tout favorables à l'émergence de la femme, ni à sa promotion. Mais il a fallu cette action positive du GMR dans notre loi fondamentale de 1977 pour inscrire à son article 124 la femme. Cet article stipulait proprement la femme en République populaire du Bénin est en droit légal de l'homme au point de vue politique, économique, culturel, social et familial. Ah, avec ça, les femmes, elles ont eu une ouverture. Elles se sont jetées là-dedans. Et c'est ainsi que quelques femmes ont émergé, elles ont joué des rôles non négligeables au sein du parti de la Révolution, le PAPB, vous vous rappelez. Alors donc, comme les Amazones là, elles ont joué un rôle de vulgarisation des idéaux marxistes. Donc elles ont accompagné la conscientisation et l'engagement des last masses populaires, c'est-à-dire, vous comprenez, c'est des thèmes révolutionnaires. Alors on peut citer parmi elles les plus connues. Elles sont nombreuses, hein, mais je vais citer Mesdames Elisabeth Ballet, Martine Agonglo, Rufino, Karim Rafiatou, Madame Dagia, Madame Sansouamou Niamou Philomène, sans oublier plusieurs autres qui sont dans l'ombre des villages et des quartiers. Mais il faut reconnaître mis à part certaines dérives de la Révolution, elle a quand même essayé d'inciter l'engagement des femmes à la chose publique. D'abord,
le soulèvement populaire qui a conduit à la conférence nationale, les femmes y ont pris. Pas, même si elles sont peu nombreuses, fondeuses, on peut citer quand même le combat de Thérèse Ouamoua à l'Université nationale du Bénin d'Abomey-Calavi en cette période. Le couronnement de tout ce combat, les femmes n'ont eu cela qu'avec l'entrée en 1989 de la première femme au gouvernement. C'était Karim Rafiatou, après notre indépendance. Alors, elle était arrivée, Madame Rafiatou Bassabi Karim, brave femme révolutionnaire. Je ne vous la présente pas, vous l'avez connue. Mais pour un début, elle avait occupé un poste qui n'était pas mal. Elle était à la tête du ministère de la Santé. Même si on pense que ces femmes, c'est quand même important. Quelles ont été leurs avancées capitalisées depuis l'ère du renouveau démocratique à nos jours? Ben, le chemin politique des femmes a été très long et rocailleux, plein d'embûches. Et elles ne sont toujours pas sorties. Hein. C'est vrai qu'il y a des avancées, mais il serait honnête de saluer ici la mémoire d'une autre combattante, avocate du droit, qui a enseigné la pratique professionnelle de droit et le droit civil à l'Université du Bénin. Vous savez, il s'agit de Grace Antonia d'Almeida. Elle était l'une des 19 représentantes des femmes à la conférence nationale. Et en même temps, elle était choisie comme conseillère juridique de cette grande assise. Donc cette grande mutation qui a conduit à l'ère du renouveau, après 17 années de régime, comme vous le connaissez, c'est encore cette femme qui sera promue membre du Haut Conseil de la République, qui tenait lieu d'organe législatif de la période du processus entre 1990 et 91. Mais une des plus belles histoires, une belle expérience ayant marqué l'hégémonie de la femme au Bénin, c'est là où 2 femmes se sont succédées comme présidente à la Cour constitutionnelle du Bénin en 1993 et 2002. Donc, en 15 ans, Elisabeth Poyon et Concepcia Rossou ont régné en maître. Les hommes n'existaient pas en ce moment. Alors, quand nous revenons un peu de la participation de la femme à la présidentielle, par exemple, même si le résultat obtenu jusque-là était 0,0, je voudrais saluer le courage de Maître Elise Bédot. En tout cas, elle aurait écrit le chiffre première en déposant sa candidature dans l'histoire politique de notre pays. Donc, c'était à l'élection de 2001. Puis, elle a redoublé en 2006. Mais en 2006, elle a eu une autre brave femme, Célestine Zanou, pour être de son côté. Bon, il ne faut pas oublier donc aussi cette princesse Batonou, Ramatou Baba Moussa, qui fâchait contre les vieux briscards de la politique et allait créer son parti. En 1994, le RDD Nassara. Bon, c'est possible que la société leur reproche certainement des choses, mais elles auraient quand même eu l'audace de braver toutes ces critiques. Surtout celles les plus acerbes de leurs sœurs, pour écrire à leur manière cette histoire politique de la femme béninoise. Pourtant, en cette période, le président Yaïboni disait toujours que je vous adore les femmes. Bon, heureusement que depuis son dernier gouvernement, enfin, il a commencé par refiler le bel amour en offrant 7 postes aux femmes, soit un peu plus de 30%, avec cette mention spéciale qu'il a nommée à un poste clé, une femme, au poste des finances, Mathis Adidiatou, vous connaissez. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé pour que les femmes perdent ce poste? Seule elle, qui y est restée, et son chef en garde pour le moment le secret. Comment finir maintenant cet essai, mes amis, sur l'histoire politique de la femme béninoise, sans faire une mention spéciale à cette brave dame politique de l'ère démocratique, qu'est Rosine Vieira Songolo, affectueusement appelée maman. Elle est fondatrice du parti La Renaissance du Bénin, puis première dame du Bénin de 1990 à 1996. De la présidence au Parlement, au lieu d'intrigue politique où elle séjourne depuis une vingtaine d'années, Mme Songolo a réussi à passer de son statut de victime politique à l'habile donneur de coups. Somme toute, si l'on se réfère aux textes qui régissent la vie
des citoyens depuis le renouveau, le Bénin peut simplement se féliciter d'avoir dans sa constitution l'article 26 qui spécifie une égalité de sexe opérationnalisée par le Code des personnes et de la famille adopté en 2004. Cependant, il faut retenir que du chemin reste à faire pour parvenir à cette spécificité de l'article 26 de notre Constitution en faveur de cette moitié de la population. Toutefois, une analyse profonde fait apercevoir beaucoup plus loin une cause de la situation actuelle. Ce n'est rien d'autre que le déséquilibre du système scolaire resté trop longtemps en défaveur des filles. Cela explique de façon évidente la pénurie de cadres, femmes candidates potentielles à ces postes de décision. Même quand il y en a quelquefois, vous comprenez, les gens préfèrent travailler avec les hommes. Par ailleurs, je voudrais lancer un appel à tous les hommes pour aborder cette piste, car la production littéraire en la matière est très pauvre. Sauf quelques études et répertoires produits par le ministère de la Famille, l'Institut national pour la promotion de la femme, les organisations internationales qui travaillent dans le cadre avec la société béninoise telles que Konrad Adenauer, Friedrich Ebert, qui ont meublé, qui nous ont servi de faire cet essai. Sous vos ovations, j'invite la reine du Goumbé, Tata Aline Dey. Merci pour la présentation de cette communication. Selon vous, Madame la communicatrice, les femmes béninoises n'ont-elles pas perdu le sens de lutte pour l'émancipation? Malgré leur présence de plus en plus forte dans la sphère politique, qu'est-ce qui amène généralement les femmes à laisser les hommes gérer et décider à leur place? J'ai stigmatisé deux choses. Il y a que nous-mêmes, on ne s'accompagne pas toujours. Il y a que nous ne sommes pas beaucoup instruites. C'est vrai qu'aujourd'hui, grâce au réveil de certaines organisations, comme la CFU par exemple, les femmes ont compris. Et quel que soit l'âge, on veut aujourd'hui aller à l'action de l'éducation, de la formation. Je crois que c'est un accent, un plus que nous gagnons. Mais qu'est-ce qui nous amène à laisser encore les hommes gérer? Malgré notre nom, malgré les places que vous savez, vous et moi, on n'affronte pas la réalité. On ne se programme pas en conséquence. C'est un terrain qui n'est pas donné. Hein. Aller en politique? Non, ce n'est pas donné. Rien n'est fatal, rien n'est gratuit là-bas. Là-bas, là, non, non. Il faut aller au combat. Au lieu de voter encore d'autres lois relatives à l'émancipation de la femme, ne peut-on pas promouvoir et veiller à l'application de celles déjà existantes? Je vous ai dit que c'est un combat. Hein. Rien n'est gagné. Sinon, vous allez rester là à applaudir tout le temps. Il faut que les femmes aient aussi le courage de s'affirmer. Il ne faut pas voter des lois pour voter, pour dire que bon, pour la femme, non. Déjà, ce qu'il y a là, si on pouvait mettre ça en pratique, si les hommes pouvaient savoir ce qu'ils perdent en retardant les femmes dans leur évolution, je crois que très vite, ils vont changer de pratique. Comme je disais, Alimi,
Pour elle, premièrement, la politique a exclu les femmes de la décision et ne les a admises qu'à dose homéopathique. Deuxièmement, la réticence des femmes à intégrer dans leur démarche toute approche politique reste une constante. Et troisièmement, enfin, le recours à la législation pour prendre des lois favorables aux femmes, loi sur le quota, loi sur la parité, etc. Ça n'a que moyennement fait avancer la cause des femmes. Est-ce qu'on a besoin nécessairement de faire la politique en tant que femme pour avoir un nom? Parce que je connais certaines personnes qui sont dans nos villages, qui brassent des milliers de francs tous les jours, qui sont reconnues dans ces localités-là. Quand vous prenez le répertoire des femmes leaders que le ministère a essayé d'élaborer, vous voyez des femmes vendeuses de piment, des femmes vendeuses d'akassa, qui ont marqué l'histoire à un moment donné. Elles étaient commissaires du peuple. J'aimerais juste vous demander si vous pensez que la scolarisation, à elle seule, constitue le réel frein à la faible représentativité des femmes dans les instances de décision. Dans cette lutte pour hisser au haut la femme dans le milieu politique, ne faut-il pas changer la mentalité des femmes elles-mêmes? Je disais ici, mettre l'accent sur l'éducation des filles, pas seulement, et leur maintien jusqu'à la fin de leur cursus scolaire. Investir dans l'éducation des filles et des femmes pour réduire cette inégalité. Documenter et diffuser les expériences réussies. Les jeunes filles doivent se choisir un modèle de femme réussie. Former les femmes dans l'âge avec des valeurs incontestables dans leur domaine. Faire la guerre à la paresse. Être patient, raisonnable et participer aux dépenses de la famille. Cela donne de la considération et du respect à la femme. Il faut bannir de notre quotidien la jalousie, la haine, la méchanceté et l'exclusion des autres. Vivre une solidarité entre nous. Mesdames et messieurs, nous allons donner la parole au parrain de Madame Hyacinthe Koudoro. C'est le député Éric Rondeté. Il est le président du groupe parlementaire Union fait la Nation. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ce qu'elle a présenté à travers son thème. Je dois dire que j'ai été particulièrement séduit par l'articulation de l'exposé. Et je ne dis rien de plus en mettant le point sur le fait que lorsque la femme fait, c'est toujours bien et très bien. Ce n'est pas pour vous flatter, mais c'est pour voir exprimer comment, dans la concision, nous avons parcouru les différentes époques et nous pouvons dire que nous avons reçu des enseignements. Il n'est pas superflu de dire que pendant la période révolutionnaire, les femmes étaient présentes, très présentes. Personne ne me dira qu'elles n'étaient présentes que pour applaudir. Que s'est-il donc passé? Pour que, après que l'on ait déclaré l'égalité de l'homme et de la femme en 1977 à travers la loi fondamentale, après que notre constitution de 1990 ait consacré l'égalité en droit de l'homme et de la femme, que s'est-il donc passé pour qu'aujourd'hui, nous n'ayons qu'un seul maire-femme sur 77? Que nous n'ayons que 3% de femmes conseillères municipales, que nous n'ayons que 7 femmes sur 83 députés, que nous n'ayons jamais eu de ministre d'État femme, que nous n'ayons pas de président de la République femme. C'est une grande interrogation. Et je pense que les hommes de médias ou les femmes de médias qui sont ici aujourd'hui, vous avez un rôle important dans la sensibilisation de nos concitoyens. Vous avez stigmatisé la formation et je suis d'accord avec vous que pour être dans les arènes à un certain niveau, il faut avoir un niveau de formation. Mais lorsque les femmes, même lorsqu'elles ont ce niveau de formation, quelle est la place que nous leur faisons? J'ai eu la chance de lire toute la communication et je suis heureux qu'elle ait pu le résumer
en moins de 15 minutes à ces niveaux-là. Sinon, le travail est plus fouillé que cela. En guise de critique, qu'est-ce que je peux dire? Peut-être, je dirais qu'elle a passé le temps d'abord à définir ce que c'est que la politique. On aurait pu s'en passer et parler directement du contexte socio-politique, de notre contexte sociologique. Notre contexte sociologique. Partir de là pour aboutir à la période coloniale, post-coloniale, à la période révolutionnaire, puis au renouveau, refondation actuellement. Le contexte sociologique, ça a été résumé ici déjà. On le connaît, c'est ce que les fonds résument, c'est sous nous, nous et nous, ici. Tout est dit là. Dans notre tradition, la femme est faite pour la maison et l'homme est fait pour le dehors. Elle n'a pas aussi peut-être assez mis l'accent sur un problème, c'est la coexistence de deux lois. C'est le code civil napoléonien et notre code civil, notre droit coutumier ici. La coexistence de ces deux paramètres ont causé beaucoup de problèmes. Mais il y a aussi d'autres femmes qui sont peut-être restées dans l'ombre. Tout à l'heure, l'honorable député parlait de Faladé. Moi, j'ai rencontré aussi une qui s'appelle Irène Nako, qui a été présidente du Cercle Culture et Progrès, dans lequel a milité les gens comme Sylvain Akindès et Eustache Charest, qui sont devenus plus tard ministres. Elle a fini enseignante quelque part. Elle a été première présidente. Même dans ce cercle, il y a Bruno Amoussou milité. Et il publiait un journal qu'on appelle Kmalingan, qui a beaucoup lutté entre 69 et 74 pour l'émancipation du Dahomey. Donc il n'y avait pas que Justine Bianzan, il y a d'autres femmes qui sont restées peut-être dans l'ombre. Quand nous arrivons à la période révolutionnaire, c'est vrai, la figure de Karim Rafiatou est incontournable parce que je crois qu'elle a été la première femme en chef de district avant d'être première femme ministre. Il y a Elisabeth Ballet, il y a Daguia, il y a Rufin Rufino, comme elle a dit. Il y a aussi de nombreuses femmes qui sont... Il y a des femmes qui ont été commissaires du peuple à l'Assemblée. Commissaire du peuple, on ne disait pas à l'Assemblée nationale, commissaire du peuple à l'Assemblée révolutionnaire. À l'ANR, quelque chose comme ça. À l'ANR. Il y a des femmes vendeuses. Je connais une femme vendeuse de Akassa chez moi qui a été députée, on les appelait commissaires du peuple. Elle n'a peut-être pas aussi assez insisté sur l'OFRB, parce qu'il y avait le genre sous la Révolution. C'est l'organisation des femmes révolutionnaires du Bénin qui était le pendant de l'organisation des jeunes révolutionnaires du Bénin dirigée par Koudou Ali. Le FRB a beaucoup contribué à l'émergence de ces femmes, les Karim Rafiatou et consorts. Le FRB. Donc il y avait une sorte de genre sous la Révolution. Et mieux, l'article 124, cet article-là de la loi fondamentale, a fait un tabac parce que nous, à l'école, on nous enseignait l'idéologie à l'école. C'était une matière, l'idéologie révolutionnaire. Et on devait apprendre par cœur l'article 124 qui disait que l'homme est désormais l'égal de la femme. Globalement, je la félicite parce qu'on a très peu de documents sur l'histoire de la femme. Il n'y a pratiquement rien. Et qu'elle puisse faire ce travail dans ces conditions-là, elle mérite qu'on l'applaudisse. Je vous remercie. Lorsque nous faisons une projection parallèle de ce qu'est l'image de la femme béninoise en politique aujourd'hui, cela nous amène à voir que c'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans le monde des médias pour les professionnelles femmes que nous sommes. Il nous est très difficile de progresser, d'avancer dans cette profession, voire d'occuper des places de responsabilité. Et si aujourd'hui on devrait compter le nombre de femmes professionnels des médias responsables dans la profession, on peut les compter du bout du doigt. Mais nous avons su, de par cette communication et de par les exemples qui nous ont été donnés, que l'espoir est permis. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce mercredi des médias. Venez avec nous, nous allons tous danser ensemble pour clore cette émission. Télévision